Il y a un siècle, des agriculteurs, des instituteurs, des curés ont créé les premières caisses locales de crédit. Puis les ont rejoints des artisans, des commerçants, des ouvriers, des médecins, des employés. Puis des patrons de grandes et de petites entreprises, des maires de grandes et de petites communes, des associations de toute taille et surtout des familles, des milliers de familles, des familles riches et des familles pauvres, des familles de plaine et de montagne, des familles de partout. Aujourd'hui, pour servir tout le monde, le Crédit Agricole est présent partout. Pour financer ce formidable développement, le Crédit Agricole, à chaque époque, a dû faire des choix. 1860. Centralisé ou décentralisé? L'agriculture a des énormes besoins de financement. Que le crédit foncier lui ouvre ses guichets. Tiens, ça ne marche pas. Finalement, le modèle décentralisé des caisses locales se révèle plus efficace pour financer l'agriculture. L'État le reconnaît en donnant en 1894 le statut de coopérative aux caisses locales de crédit. 1900. Cantonales ou régionales? Les caisses locales sont maintenant nombreuses, mais manquent cruellement de ressources. L'État décide d'une avance financière de 40 millions de francs et d'une redevance annuelle de 2 millions. Il institue les caisses régionales pour répartir et contrôler ces fonds. 1920. Régionale ou nationale? Chaque département a maintenant sa caisse régionale. Ces caisses locales se sont multipliées, mais manquent à nouveau de ressources. L'État crée alors la Caisse nationale de crédit agricole pour répartir les financements publics dans les régions et pour en contrôler l'utilisation. Le Crédit agricole finance les stocks de blé. Les prêts à long terme explosent. Prêts aux artisans ruraux, aux collectivités locales, aux syndicats communaux, à l'électrification et surtout, prêts bonifiés à l'agriculture. 1940. Prêteur ou collecteur? Au lendemain de la guerre, il faut financer la reconstruction. Le crédit s'assèche. La multiplication des bureaux et le recrutement de nombreux démarcheurs font le formidable succès du bon à 5 ans. Le Crédit agricole devient collecteur et remonte même de l'argent sur Paris. 1950. Public ou autonome? Les ressources manquent à nouveau. Le Crédit agricole procède aux premières émissions obligataires sur les marchés financiers. La large diffusion du plan épargne-logement apporte alors les nouvelles liquidités. La Caisse nationale gagne l'autonomie financière et assure seule la péréquation entre caisses régionales. 1960. Agricole ou universel? Le Crédit agricole finance maintenant les artisans, les industries agroalimentaires, toutes les activités en zone rurale. Mais il entreprend surtout d'accompagner le formidable développement urbain. Le Crédit agricole devient la banque des ménages et en collecte les ressources. En 1963, pour la première fois de son histoire, il est excédentaire. En 10 ans, ses encours de crédit et collecte ont été multipliés par 5 et ses effectifs par 3. 1988. National ou international? Confronté à la concurrence internationale, le Crédit agricole veut maîtriser son destin. La mutualisation en 1988 l'affranchit de la tutelle de l'État. Il devient banque universelle autorisée à financer les grandes entreprises, à intervenir auprès de tous, sur tous les territoires. La Caisse nationale devient Crédit agricole SA. Cotée en bourse en 2001, elle s'ouvre largement au marché financier et à l'international. 2012. Quel modèle? La dette publique inquiète le monde. Une fois encore, le Crédit agricole a besoin de ressources pour financer les territoires et poursuivre son développement. Il invente le livret sociétaire qui, grâce à la dimension solidaire des toolkits, donne un sens nouveau à l'épargne locale. 2012. Et maintenant? Maintenant, c'est à nous d'écrire l'histoire.